Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Françoise Ami qui vient de publier aux éditions Marco Pieter « Oui, les animaux ont une âme ». Françoise Ami, bonjour et merci d'être avec nous. Alain, bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Écoutez, je vais vous résumer le quatrième de couverture et je tiens à spécifier tout de suite que ce n'est pas du tout un traité de magnétisme comme il y en a tant. C'est le témoignage de l'existence de l'âme, de la sensibilité animale et une interrogation sur sa survie après la mort. C'est mon vécu. Il est un appel à prendre conscience de l'interprétation des règnes. Et je peux vous lire, si vous voulez, la préface faite par Jacqueline Bousquet, qui est quand même docteur en sciences et en biologie biophysique et chercheur honoraire au CNRS. Quelques extraits parce que ça va peut-être être un peu long. Voilà, mais ça résume bien le livre. C'est tant que l'homme continuera à être le destructeur impitoyable des êtres animés des plans inférieurs, il ne connaîtra ni la santé ni la paix. Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut en effet récolter la joie et l'amour. Ce livre nous invite donc à réfléchir à nos responsabilités. On peut pécher par pensée, par action et par omission. Voilà, c'est brièvement résumé le contenu de mon livre. En réalité, il y a le sous-titre, c'est « Cris d'amour et de révolte ». Cris d'amour, c'est un témoignage de ce que j'ai vécu avec une chienne que j'avais, puisque j'ai eu des animaux toute ma vie, et que par le biais du magnétisme, j'ai été et je suis encore leur thérapeute depuis 30-35 ans environ, donc ce qui m'a permis de les approcher. Oui, nous en parlerons tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis une autre partie qui est beaucoup moins zen, c'est les cris de révolte. J'essaye d'éveiller un peu les consciences. Le fil rouge, c'est ce que j'ai fait pour eux, ce qu'ils ont fait pour moi et comment les aider. Alors justement, parlons de la maltraitance animale. Il y a des expériences qui sont faites sur les animaux qui ne servent à rien puisque les caractéristiques de l'homme ne sont pas les mêmes que ceux des animaux. Alors pourquoi continue-t-on à faire justement ces expériences et faire souffrir tous ces animaux ? Ah ben tout à fait, l'expérimentation animale, n'est absolument pas nécessaire parce qu'il y a maintenant des biologistes qui font des tests cellulaires sur des modèles de cellules humaines en culture. Et c'est une technologie basée sur l'émission de fluorescence par des biocapteurs. Donc l'expérimentation animale est totalement inutile, d'autant plus que chaque année, il y a 2 millions d'animaux qui sont sacrifiés sur l'autel de notre bêtise et par profit. De plus, les labos ne communiquent pas leurs résultats, ce qui fait qu'on multiplie les essais, les expérimentations. Et je ne parle pas à vous, mais j'en parle dans mon livre, des expériences qui sont faites sur les animaux de laboratoire pour l'armée, par exemple, aux États-Unis. D'ailleurs, on n'a qu'à se rendre sur certains sites internet, c'est affolant ce que l'on peut découvrir. S'il y a des animaux qui nous écoutent actuellement, qu'ils aillent sur certains sites, vous verrez, c'est quelque chose d'abominable. On se demande comment l'homme peut agir de la sorte. Dans mon livre, je parle des expériences qui ont été faites et d'où résulte le virus Ebola. Je pense que c'est peut-être sur Internet, je ne sais pas, mais moi j'en parle avec les détails d'un livre de Millie Schwartz, Mizzoli, et c'est édifiant. Non, mais c'est clair. Donc l'expérimentation animale n'est absolument pas nécessaire parce que l'animal n'est pas un modèle pour l'homme, ce ne sont pas les mêmes virus, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, nous avions fait des émissions avec Sylvie Simon et Jacqueline Bousquet, on en a très très bien parlé et c'est clair que c'est pas compatible, donc il faut arrêter les expériences sur les animaux. Tout à fait, d'autant plus qu'il y a d'autres moyens. Vous pratiquez le magnétisme et vous avez soigné des animaux en employant cette méthode. Vous avez des exemples à nous donner ? Écoutez, quand vous me posez cette question, moi j'ai peut-être une centaine d'exemples à vous donner. Je suis connue pour travailler avec des médecins et des vétérinaires, mais ce qui est intéressant, par exemple, je vous sors un exemple, c'est de travailler en collaboration avec des vétérinaires, et je prends le cas d'un chat
que j'ai traitées, j'ai noté le 2 avril, la créatinine était à 128, l'urée à 4,2. Le 4 avril, la créatinine était à 78, l'urée à 3,12. Je fais une deuxième séance de magnétisme. Le 18 avril, la créate est à 76, l'urée à 2,26. Ensuite, une autre séance de magnétisme. La créatinine est à 37, l'urée à 1,30. Et le 19 juin, la créatinine était à 34, l'urée à 1,04. Et le chat, il a vécu pendant des années. Et je peux vous assurer qu'il y a des dizaines et des dizaines de mes chiens et chats patients qui devaient être euthanasiés le lendemain et qui continuent à gambader joyeusement. Et ça, j'en ai les attestations et toutes les preuves. Donc vous avez obtenu des résultats importants, quoi. Oui. Alors vous dites dans votre livre que les animaux sont thérapeutes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, les animaux sont thérapeutes. Ça commence déjà, par exemple, dans une salle d'attente d'un cabinet dentaire quand il y a un aquarium. C'est relaxant, mais beaucoup plus probant. Et il y a l'équithérapie, c'est-à-dire le traitement grâce à l'équitation, la delphinothérapie. Par les dauphins, ce sont souvent pour les enfants IMC, c'est-à-dire infirmes moteurs cérébraux, pour les enfants autistes qui arrivent à sortir de leur enfermement. Oui, c'est vrai, oui. On utilise des petits singes capucins pour aider les gens paralysés dans leur vie quotidienne. Pour les aveugles aussi. Et bien sûr, les chiens d'aveugles, ça c'est tellement connu. Et on s'est aperçu dernièrement, ce sont des neurologues de l'Université de Floride qui se sont aperçus que les chiens sont sensibles à un changement d'odeur de leur bête quand ils vont avoir une crise d'épilepsie ou d'hypoglycémie. Ça, c'est reconnu. D'accord. Et il y a même eu aussi, en novembre 2004, je crois, le docteur Willis de l'hôpital de Buckingham, qui a démontré que des chiens pouvaient détecter à l'odeur de l'urine les patients atteints d'un cancer de la vessie. En effet. Oui. De toute façon, tout le monde sait que la présence d'un animal apaise, c'est prouvé, ça fait baisser l'hypertension, le cholestérol, les triglycérides. Ça a été vérifié, ça atténue les traumatismes émotionnels aussi et ça facilite les contacts. C'est vrai. Et une étude sérieuse qui a été faite à l'université de Cambridge démontre que la possession d'un animal peut faire baisser de 50% les problèmes mineurs de santé. Il faudrait faire des études un peu plus poussées, justement. On en fait. Il y en a qui sont faites. Oui, il y en a qui sont faites. Bien sûr, il y en a qui sont faites. Et puis, posséder un animal, en France, il y a simplement il y a 17 millions de chiens et de chats. Et posséder un animal, c'est éveiller notre humanité. C'est certain. En nous donnant l'occasion de nous porter en être responsable, en homme, avec un grand H. Alors justement, pouvez-vous nous faire partager votre expérience avec votre chienne prénommée Estia ? Moi, j'ai eu des animaux toute ma vie, depuis que je suis toute petite, et souvent chien et chat en même temps. J'ai ensuite, par le biais du magnétisme, j'ai commencé à soigner les humains, et puis les animaux. Et les gens me disaient, puisque vous soignez mon animal, est-ce que vous pouvez me soigner moi ? Je dis, mais il n'y a aucun problème. Et j'ai eu une chienne qui est venue à un moment de ma vie, une berger belge, et qui a été emportée, foudroyée par une leucémie aiguë à l'âge de 7 ans et demi. Et j'étais complètement révoltée, je ne l'acceptais pas. J'ai eu bien d'autres départs à accepter, celui-là, je ne l'acceptais pas, j'étais très 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 proche d'elle. Et 3 jours après sa mort, je me suis dit, mais donne-moi une preuve que ça ne s'arrête pas là, que c'est pas fini. Et un matin, je me suis réveillée, j'avais un couloir, une entrée avec des dalles. Et sa tête était imprimée sur les 60 dalles. C'est pris en photo, c'est dans le livre. Oh, c'est un signe assez fort, oui. Des tas de manifestations que je raconte. Mais non seulement je les ai vécues, moi, mais les gens qui venaient chez moi, mes amis, des patients, et des patients que je ne connaissais pas, donc je n'allais pas leur raconter ma vie, ont eu des manifestations, se sont interrogés. Et ils ont commencé à se confier et à me dire, mais alors, moi non plus, je suis pas folle, parce que quand j'ai perdu mon animal, j'ai senti ceci, j'ai vu cela. Ils ont commencé à raconter. Et ce livre, ça a été pour moi d'abord une thérapie à la suite du départ de cette chienne que j'aimais. Et ensuite, j'ai raconté, j'ai dit, on parle de la vie après la vie, comme l'a fait le docteur Ross et puis Moody. Claire. Mais
l'âme et la vie des animaux, ça existe après la mort. Je le savais. Ben oui. Là, j'ai pu raconter. Et les gens se sont mis à raconter. Vous pouvez pas imaginer le nombre de témoignages que j'ai encore. Maintenant que le livre est sorti, les gens me disent mais merci. Mais alors moi, non, je suis pas folle, je n'osais le dire à personne, mais à vous, voilà ce qui s'est passé. Et c'est pas tout. C'est que à un moment de ma vie, à un déménagement, lorsque je me suis établie ici sur la côte atlantique, en déménageant, j'ai trouvé une photo. Et une photo de cette chienne, et j'ai remarqué dans l'œil, il y avait quelque chose qui me frappait. Je me dis, mais c'est pas vrai, je rêve, ça fait comme les dalles. Je l'ai donné à agrandir dans un laboratoire photo. C'est dans le livre aussi. Et on voit une scène antique avec un personnage de dos. Et cette photo est prise dans la nature. On voit bien les herbes, la nature. J'ai tous les documents chez moi. Et je mets au défi quelconque membre de la zététique de venir me dire qu'il y a un trucage quelconque là. Oui, vous disiez de la zététique. Oh là, n'en parlons. Des scientifiques très cartésiens. Je pense pas que ce soit des scientifiques, mais enfin bon. Oui, mais j'appelle pas ça des scientifiques. Que tout ça n'existe pas, que le paranormal n'existe pas, que tout est explicable par la science. Je ne pense pas que Alors moi j'attends qu'on explique. Ce ne sont pas des vrais scientifiques. Ah ben il y en a. Les scientifiques, moi je pense que quelqu'un qui est scientifique, c'est comme Jacqueline Bousquet par exemple. Ah oui, mais il y en a pas beaucoup. Vous voyez, les scientifiques sont ouverts. Oui. En principe. Oui, mais ils portent le nom de scientifique, mais ils ne le sont pas. Mais généralement, c'est les 3/4. Ça, c'est le cartésianisme. J'en parle dans mon livre aussi. Comment envisagez-vous justement la survie de l'âme animale ? Moi, je crois à la réincarnation. Et je pense que nous sommes là pour aider les animaux à évoluer. Et eux sont là pour nous aider aussi à évoluer, à être responsables, à être humains, avec un grand H, comme je le dis. Bien sûr, on fait partie d'un grand tout. On fait partie d'un grand tout. De toute façon, mon livre incite à considérer vraiment que le minéral, le végétal, l'animal et l'humain sont les maillons d'une même chaîne. Et que si l'on touche à l'un de ces maillons, on est fichu, c'est le chaos. De toute façon, on y va, on y est. C'est clair. C'est clair. Que pensez-vous de l'attitude justement des religions par rapport aux animaux ? Alors là, j'ai un très très grand chapitre sur religion et animaux parce que en dehors du bouddhisme et de l'hindouisme, qui sont plutôt des philosophies, je trouve que les religions ont une approche détestable envers les animaux. Et la religion catholique qu'on m'a imposée à ma naissance de par ma culture ne me convient pas du tout. L'enseignement, il y a 2000 textes à peu près dans la Bible qui indiquent qu'il faut respecter les animaux qui sont nos frères, nos égaux. Mais qu'est-ce qu'il en reste ? Alors quant à l'islamisme et... oui, faut mieux pas en parler. C'est un chapitre qui est longuement développé, avec des exemples et des citations. D'accord. Et Gandhi disait... on juge la grandeur d'une nation à la façon dont il se comporte avec ses animaux. Point de suspension. Que pensez-vous de la polémique aussi entre les loups et les bergers ? Par exemple, nous, dans le sud de la France, il y a des problèmes avec les loups dans le parc du Mercantour. On a fait une émission justement sur le sujet. Quel est votre point de vue sur Écoutez, moi, les loups, je les connais bien. Oui. Et vous avez lu mon livre, vous avez vu le DVD, je les connais bien parce que depuis que je suis toute petite, je dis que j'aime les dauphins et les loups. À chaque fois que je disais que j'aimais les dauphins, c'est normal. Mais quand je disais que j'aimais les loups, ça n'accrochait pas. Or, les loups, je les connais, je les approche. Et le problème du Mercantour, je le connais bien aussi. Je peux vous dire simplement que tous les chiffres sont faux. France Nature Environnement avait publié une étude et signalé que les Alpes-Maritimes était le département qui touchait le plus de subventions en mesures préventives, avec des budgets d'aide berger, mais qui sont dévoyés, car ce sont des personnes non qualifiées qui sont employées en lieu et place de bergers existants. En plus, les sommes versées pour que les troupeaux sont protégés, mais ils ne le sont pas du tout. Or, si je voulais résumer le problème du loup, alors que en Italie, par exemple, il y a 800 loups, il n'y a aucun problème. En Espagne, l'élevage ovin, il est florissant avec 2000 loups et il n'y a pas de problème. Au Québec, il y a 8000 loups, personne n'en parle. En France, on dit que quand un loup tue une brebis, le berger touche 200 €. Il n'y a qu'en France. En effet. Si c'est un chien errant et il y a plus de 100 000 chiens errants pour une cinquantaine de loups,
Alors là, rien, c'est rien du tout. Vous comprenez qu'il vaut mieux dire que son mouton a été égorgé par un loup plutôt que par un chien errant. Oui, J'ai des exemples, j'en ai plein, j'ai des études, j'en cite dans mon livre, je m'appuie sur des chiffres. Un mouton touché par la fièvre afteuse, c'est 80 €. Un loup, c'est 250 €, c'est sans commentaire. Oui, Et en évidemment. France, on a tué 50 à 60 000 ovins touchés par la maladie, par la fièvre afteuse, et 24 000 de brucellose. Et en plus, le loup, c'est un prédateur sanitaire, il s'attaque aux bêtes malades. Et c'est pas vrai qu'il en mordit un et puis l'autre et tout, il en prend un, se carapate avec, et c'est tout. Et le loup, en plus, il s'auto-régule sur son territoire, c'est-à-dire que si son territoire est petit, il va pas proliférer. C'est pas comme l'humain, comme disait quelqu'un, qui copule, pollue, pullule. Oui, c'est clair. C'est clair. Alors Françoise Lamy, si vous aviez un message particulier, je veux dire, par rapport à votre livre. Tout juste quelques observations qui résultent de mon vécu de personnes ayant toujours eu des animaux et qui les soignent depuis plus de 30 ans. Je crois que ça s'appelle l'expérience. Bien sûr. C'est premièrement ouvrir grand ses yeux, comprendre, comme je vous l'ai dit, que minéral, végétal, animal, humain sommes les maillons d'une même chaîne. Et que si l'on touche l'un de ces maillons, l'équilibre est rompu. C'est le cas. Ensuite, observons nos animaux. Oui, ils ont une âme. On a mis des siècles à reconnaître une âme à la femme. C'est vrai. Bon. Absolument. Et puis, on a mis encore des siècles pour reconnaître que les sauvages, entre guillemets, des pays inconnus avaient une âme. Beaucoup s'interdisent de croire en l'âme animale par cartésianisme. Alors là, Descartes, excusez-moi, ce monsieur qui jurait qu'il mourrait centenaire, il est mort à 52 ans. En plus, il n'aimait que les femmes qui louchaient. Passons. Ça a été un vrai désastre, ce type. De toute façon, désastre, c'est à une lettre près. C'est l'anagramme de Descartes. Lisez mon livre. Alors donc, justement, on va conseiller aux auditeurs de Fréquence Évasion de lire ce livre. Alors c'est Oui, les animaux ont une âme. Cris d'amour et de révolte. Publié aux éditions Marco Pieter. Oui. Voilà. Et je voudrais vous dire une chose, que l'on arrête de dire qu'il faut s'occuper des hommes plutôt que des animaux. C'est vrai. C'est complètement stupide. Et je termine en citant Lamartine, qu'on n'a pas un cœur pour l'homme, un cœur pour l'animal, on a un seul cœur ou pas du tout. Moi, je trouve ça très beau. Françoise Lamy, merci et au revoir, à bientôt. Merci à Fréquence Évasion, merci. Vous écoutez Fréquence Évasion partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse, et sur la Côte d'Azur. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.